ma boîte, tu es obligé de payer à la valeur de marché parce que quand tu recrutes quelqu'un, par définition, tu le recrutes à la valeur de marché. Oui. Et si les salariés qui sont dans le département voient son salaire et qui ne sont pas à la valeur de marché, ça explose. Donc, ils voient les salaires des ingénieurs. Tout le monde voit le salaire de tout le monde. Ça me semble D'accord. C'est un petit paramétrage, Jean-Lucas, c'est facile. Mais j'imagine que c'est facile techniquement. C'est pas le plus dur. C'est même plus facile. C'est même plus facile que tout le monde voit les salaires de tout le monde que le contraire. Parce que tu n'as pas à te prendre la tête à cacher les trucs. Bienvenue sur Ça vient des RH. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouvel épisode avec 2 nouveaux invités pour parler argent. Et je vais tout de suite leur laisser le soin de se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Gilles Sadger, j'ai créé et je dirige Lucas, qui est une boîte qui fait des logiciels RH, gestion des congés, gestion des notes de frais. On est 300 personnes, on a pas mal de clients dans le milieu ce qu'on appelle les scale-up, notamment Mooncard, Deezer, Sorar, Sunday. Et puis pour parler de moi plus précisément, moi j'ai passé 10 ans à faire de l'audit chez Arthur Andersen, certains connaissent peut-être, puis directeur financier pendant 3-4 ans, donc avant de créer Lucas, il y a 20 ans maintenant. Ok. Merci beaucoup. Enchanté Gilles. C'est moi. Bonjour, moi c'est Francis Saillard. Je suis CFO chez Bling. C'est une application fintech qui est destinée à beaucoup d'utilisateurs, surtout qui ont besoin d'argent. Chez Bling, j'occupe la fonction et je dirige finance et RH. Oh là donc là, je ne ça serai commence. pas Intéressant, forcément en dehors des RH. Et avant ça, j'étais directeur financier chez Payfit, où j'ai créé le département finance en 2018 et où je les ai accompagnés jusqu'à leur série D. Okay. Donc pendant 3 grosses années. Et encore avant, j'ai fait un petit peu d'audit, comme Gilles, mais pas chez Arthur Andersen, je suis trop jeune pour ça. Et un peu de DAF part-time dans un petit cabinet qui s'appelle Atlaïs. Ok, merci beaucoup pour ces propos introductifs. Et Pierre, je vais te laisser nous présenter, on va changer un peu le format. Exactement, oui. On avait pour habitude, en tout cas, de poser des questions, nous, en tant que speakers. Et là, on va vous laisser, en tout cas, piocher les questions dans les pots qui se trouvent devant vous. Donc voilà, l'idée c'est que vous puissiez choisir en tout cas vos questions avec une main innocente, bien évidemment. Et du coup, on va commencer par le pot avec le petit monogramme. Donc Louis Vuitton. Oui, c'est ça, on a dit pas de marque pour le coup. Mince, ça commence bien. Non, on plaisante. Chanel et Hermès dans le dernier. C'est pas faux. C'est ça. Alors, pour vous, c'est quoi un bon CEO, CFO ? Et ça veut dire quoi, une bonne direction RH ? On commence fort quand même. On commence fort sur la première question, effectivement. Donc Gilles, D'accord. qu'est-ce qu'un bon CEO pour toi, déjà ? Ou CFO, moi j'ai envie de parler de CFO aussi. Alors, je pense que le bon CFO... Alors, j'aurais dit, avant d'avoir vécu ce que je vis avec mon CFO, c'est quelqu'un qui fait un peu peur, tu vois, qui incarne l'autorité. Mais j'ai un très bon CFO et tout le monde l'adore dans ma boîte. On le craint pas. Quand il monte sur scène, au moment des réunions trimestrielles, il est applaudi, il est ovationné. En plus, ça le gêne un peu, donc je pense qu'ils en rajoutent. Il n'assume pas complètement, parce que voilà. Mais alors, ses qualités, c'est quoi ? Donc, il fait pas peur. Oui. Au contraire, il est très sympa. Mais je lui accorde une confiance absolue. C'est quelqu'un de fiable. Donc, je pense que c'est ça, peut-être, la première qualité, la fiabilité. Et donc, quand il interagit notamment avec les banques, avec des tiers, il inspire confiance. Avec le fisc, tu vois, il inspire confiance parce qu'il est digne de confiance. Donc, pour moi, c'est ça la bonne qualité d'un CFO. On reviendra sur CEO parce que du coup, on n'a pas la réponse. Mais du coup, tu peux continuer avec CFO. Non, sur le CFO, je suis totalement d'accord parce que finalement, quand on embauche un CFO, qu'on lui donne les clés de la maison, celle du cash, celle de la banque, celle de beaucoup d'interlocuteurs qui sont clés. La fiabilité, c'est essentiel. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est aussi hyper intéressant chez les CFO, c'est d'avoir des personnes qui sont capables de s'adapter au business, le comprendre et empower du coup tous les opérationnels dans la boîte grâce à toute la donnée financière qu'elles peuvent leur délivrer. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un peu plus de communication aussi où le CFO devient un peu plus... pas sur le devant de la scène, comme tu disais Gilles, mais le côté où il est beaucoup plus communicant qu'avant.
Moi, j'aime bien ne pas être dans l'ombre. Il y a différentes typologies de profils et je pense qu'il y a différentes attentes de CEO aussi. Finalement, c'est aussi le dirigeant de l'entreprise qui va donner son rôle à la personne qui l'épaule. Ouais. Et Donc ça, pour toi, un bon CEO, c'est quelqu'un qui donne un peu de vision, qui donne le lead, qui inspire confiance, ou pas. du Peut-être pas. coup, on tout. anticipe sur la vision du bon CEO. Ah, ok, d'accord. Ce qui est pas mal. Mais qui recoupe pas mal ma vision d'un bon CEO. En effet, c'est quelqu'un qui est capable de sortir la tête de ses épaules pour donner une vraie vision à ses équipes. Parfois, c'est pas simple. Il y a des itérations. On passe d'un point A à un point B à un point C. Mais toujours avec ce point d'orgue qu'on voit au fond, cet objectif. Et derrière, si le CEO arrive à toujours maintenir la barre pour y arriver et du coup à bien donner ses objectifs à tous les départements de sa boîte de façon à atteindre cet objectif-là, on a un bon CEO. Ok. Donc le CEO, il doit donner une vision, ça c'est clair, mais avant ça, il doit l'avoir, la vision. Donc déjà, le bon CEO, il a une bonne vision. Ça c'est le premier truc. Et peut-être le deuxième truc, c'est un peu en lien avec cette idée de donner des objectifs. Moi, ce que je fais, c'est que je crée un déséquilibre dans la boîte quand le moment est venu de la déséquilibrer, quand la boîte n'avance pas assez vite. Et quand elle avance trop vite, au contraire, je lâche un peu la pression pour que ça se calme. Et mon rôle, donc, c'est surtout d'accélérer en disant, OK, là, il faudrait faire ce projet. Et quand tu es en déséquilibre, tu avances. Ok, donc c'est un esprit de timing qui est important, de rythme. Et de déstabilisation. Tu crées un peu de chaos. Okay. Tu crées du chaos dans la boîte pour que ça bouge. Ok, d'accord. Okay. C'est intéressant, je trouve, comme retour d'expérience. Et du coup, la suite, je crois, de la question, qui va nous intéresser aussi naturellement. Et donc, ça veut dire quoi, une bonne direction RH? Sans langue de bois, de précision. Bien évidemment. On a une définition, mais elle va être moins intéressante que là. Je vais commencer. Et je vais le faire en deux parties. Ouais. La première partie, c'est que une bonne direction RH, c'est une direction RH qui assure pleinement et parfaitement les fondamentaux. Et dans les fondamentaux, on a tout ce qui est très administratif, lié aux ressources humaines. Si ça, c'est bien fait... Tu prends un bon logiciel et puis c'est réglé. C'est vrai. Mais derrière, il y a quand même un administrateur. Il faut analyser les choses. Il y a pas mal de choses. Non, mais c'est vrai que ça empower le département d'avoir un bon logiciel. Pour autant, vraiment, cette part, ce socle-là, pour moi, c'est un fondamental. C'est vrai désolé de te couper, mais c'est vrai que c'était un peu le sujet, en tout cas, de notre dernier podcast. On avait aussi mis en avant ce côté-là où la fonction RH, qu'on peut peut-être parfois oublier, ça reste aussi une fonction où il y a des tâches administratives et on doit bien le faire. Absolument, tout comme la finance, un de ses buts, c'est de sortir la compta à la fin de l'année, mine de rien. Donc il y a vraiment ce socle-là qui est indispensable. Et en second lieu, il va y avoir tout ce qui est lié à la gestion du personnel, soit en direct, soit en indirect. Une entreprise, en général, c'est fait de managers, de managers. Et donc, deux personnes que l'on encadre et que l'on aide à encadrer. Et donc, une bonne RH, c'est quelqu'un qui va empower ses managers et aussi amener de la guidance à tous ses managers sur qu'est-ce que c'est d'être un employé de cette entreprise-là et quels sont les codes de l'entreprise et comment est-ce que je peux m'y épanouir. Et si je ne m'y épanouis pas, comment est-ce que je peux faire pour arrêter aussi Trouver une solution. En tout cas... Ouais. C'est une vision hyper intéressante qu'on n'entend finalement pas si souvent. On aura l'occasion certainement d'en parler pour la suite. Tu partages aussi cette vision d'une direction de ressources humaines qui a plein de noms, HRBP, direction richesse. Je la partage et je la complète en faisant une distinction assez nette entre les deux aspects dont tu as parlé. J'en rajoute un troisième. Les deux aspects, c'est un aspect d'abord opération. Donc là, tu as besoin de gens qui savent gérer. Et un aspect humain. Alors déjà, il y a un premier paradoxe parce que les gens qui font des RH, souvent, ils y vont parce qu'ils sont intéressés par l'humain et puis se retrouvent à préparer la paye, etc. Donc, je vois souvent ce truc un peu paradoxal. Et puis, il y a une troisième dimension que tu n'as pas citée qui, pour moi, est essentielle en ce moment, en tout cas, c'est le recrutement. Et là, tu as besoin encore de gens différents qui sont plutôt un esprit commercial. Et donc, tu as ces trois dimensions qu'il faut arriver à c'est parce que là, gérer. vous êtes dans des enjeux, je pense que tu auras l'occasion d'en parler par la suite, mais des enjeux forts aussi de développement, ce qui est quand même aussi une spécificité de start-up ou d'entreprise en pleine croissance avec des enjeux de recrutement importants. Mais juste pour revenir sur
sur la partie dont vous parlez tous les deux, finalement, quand on interroge beaucoup de directions de richesses humaines ou de DRH, on va vous dire que c'est pour l'humain, que c'est des plans de développement, voire on va y mettre de la RSE, de la diversity, tous ces sujets-là. Et on a le sentiment que quand on interroge soit les opérationnels, et j'y englobe la CFO ou la CEO principalement, c'est pas tout à fait les mêmes attentes. Ce qui explique aussi pourquoi il y a parfois mal donne au comité de direction. Je vais pas régler de compte, promis, mais en l'occurrence, parfois on ne se comprend pas sur les attentes où il y a une déception de la fonction RH parce que la DAF ou la CEO ne les attend pas forcément là où les salariés, eux, souhaiteraient qu'ils soient. Et je ne sais pas si cette vision-là, vous la voyez aussi, ce décalage qu'il y a ou pas forcément. Mais moi, c'est le pitch qui est presque un cliché qui consiste à dire au DRH pour vendre le logiciel, automatiser les tâches sans valeur, pénibles, etc., pour vous consacrer à l'essentiel. Voilà, c'est cliché, mais il y a une certaine part de réalité parce que dans la vie du DRH, il passe beaucoup de temps sur des aspects purement administratifs. C'est effectivement l'une des spécificités, alors qui est très française en plus, ce mode de fonctionnement qui est très administratif, qui est très juridique. Malgré l'allègement, finalement, on s'aperçoit que ça existe quand même toujours de manière importante. Et je trouve en tout cas, sur cette première partie de questions, parce qu'il y en a un certain nombre d'autres, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir une vision, et c'est celle-ci qu'on souhaite mettre en avant, c'est d'abord maîtriser les fondamentaux. C'est un DRH qui est crédible, aussi bien avec un DAF qui est comme son partenaire essentiel qu'un CEO. Il faut d'abord maîtriser les fondamentaux. Donc, on va y mettre la paye, la gestion administrative, la gestion des contrats. Je ne sais pas si vous y mettez les IRP, mais on va dire les basiques avant de se concentrer sur peut-être la couche du dessus qui est importante. Mais si les fondamentaux ne sont pas là, c'est pas là-dessus dans un premier temps qu'ils vont être attendus. Pour cette question, je trouve que déjà elle était bien développée. Gilles? On a envie d'avoir du coup la deuxième. Alors, je vais piocher. Alors, comme tu as souligné mon âge avancé, qui s'accompagne généralement d'une presbytie tout aussi avancée, je vais te laisser lire. C'est vrai c'est un peu notre faute. Surtout, Je c'est me pas suis posé éclairé. la question, du coup, les questions des. En tant que CEO, CFO, quel est votre rapport, vision à la notion de salaire, les augmentations de salaire dans votre entreprise? Bonne question. Oui, un peu, oui, très bonne question. Un peu générale peut-être. Salaire, bon, il faut les payer, quoi. Que dire de plus pertinent que ça? Peut-être on peut focaliser sur comment on les fixe. C'est peut-être ça la problématique intéressante. Donc chez Lucas, en tout cas, ma règle, c'est on paye à la valeur de marché. Voilà. On paye à la valeur de marché. Et comme en plus j'ai mis la transparence dans ma boîte, tu es obligé de payer à la valeur de marché parce que quand tu recrutes quelqu'un, par définition, tu le recrutes à la valeur de marché. Oui. Et si les salariés qui sont dans le département voient son salaire et qui ne sont pas à la valeur de marché, ça explose. Donc, ils voient les salaires des ingénieurs. Tout le monde voit le salaire de tout le monde. Voilà. Ça me semble cool. D'accord. C'est un petit paramétrage en Lucas, c'est facile. Mais j'imagine que c'est facile techniquement. C'est pas le plus dur. C'est même plus facile. C'est même plus facile que tout le monde voit les salaires de tout le monde que le contraire. Parce que tu n'as pas à te prendre la tête à cacher les trucs. Donc, quand tu mélanges les deux, tu as tu peux recruter, en théorie, parce que dans la pratique, c'est pas toujours si facile, parce que tu es toujours un peu en retard par rapport au marché. Mais donc, tu peux recruter des gens à la valeur de marché et à la fin de l'année, tu dis, OK, mais les augmentations, c'est pour mettre les gens à la valeur de marché. À nouveau, c'est très théorique, parce que la valeur de marché, il n'y a pas un truc dans lequel il n'y a pas un Argus, quoi. Non, c'est clair. Mais il y a des choses qui y ressemblent. OK. D'accord. Donc du coup, une notion très, très libérée, en tout cas dans l'entreprise, la notion de rémunération, de salaire, c'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas... Enfin, il n'y a pas de... Transparent. Voilà, c'est transparent. Ouais. Allez, je vais prendre la casquette CFO. Du coup, le salaire, c'est aussi la somme des salaires. Oui, c'est une masse Et mine de rien, salariale. c'est la masse salariale. Oui, je savais bien que ça allait venir. Non, mais c'est une métrique qui est hyper importante, surtout dans l'écosystème startup, où on a beaucoup de SaaS, où bien évidemment on essaye d'automatiser plein de choses, mais qui est-ce qui construit ces automatismes? Ce sont des humains, en général, bien aidés par des outils de temps en temps, mais ce sont quand même des humains. Et donc, toutes les grandes métriques que les investisseurs, les dirigeants, qui que ce soit suit, sont basées sur les salaires. Un coût d'acquisition dans une boîte sales, nécessairement, le salaire des sales, les bonus, ça impacte. Le customer support, dans n'importe quelle boîte, ils interagissent avec les clients. Ils sont partie intégrante des COGS et donc de la marge. Nécessairement, l'approche salariale, elle a un impact sur les KPIs de l'entreprise. Et pour rejoindre Gilles, je trouve que en fonction de la maturité de l'entreprise, on va avoir des approches qui vont être totalement différentes.
Une très jeune entreprise, elle va faire en fonction des candidats qui arrivent et de son fit avec le candidat par rapport au poste qui, au début, pouvait être junior et en fait va être un senior, voire très très expérimenté. Et donc, on ne respecte aucune fourchette. Ça, c'est hyper dur pour venir mettre ensuite une politique de rémunération avec un encadrement des augmentations, etc. C'est une galère. Quasi impossible. Quasiment impossible. Ou alors, il faut atteindre un stade de maturité a posteriori qui soit intéressant. Plus long, En revanche, dès lors qu'on gagne en maturité et qu'on arrive à se dire, on essaye de se mettre au marché, voire d'être au-dessus du marché à tel pourcentile, là, on crée une certaine harmonie dans sa masse salariale et rémunérer les gens au juste prix. On vient demander à des personnes de travailler, de donner du temps pour l'entreprise et gagner l'argent qu'ils auraient gagné quasiment partout ailleurs. Et donc, on ne crée pas de déséquilibre dans la relation entreprise-collaborateur. Donc ça veut dire que c'est le marché qui donne un peu le là. Oui. Et c'est pas forcément une politique interne qui pourrait être décorrélée du marché avec 20, 30, 40% de plus, qui pourrait être un parti pris, soit en termes de salaire ou de rémunération annexe. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des systèmes périphériques qui sont très intéressants, comme l'intéressement, la participation. Bon, très méconnus encore en France, de mon point de vue, mais du coup, pas forcément bien compris, toujours des salariés qui viennent, mais quand même, avec une politique d'incentive, parce que là où il y a quand même, à mon avis, ça serait intéressant de savoir la moyenne d'âge des entreprises dans lesquelles vous avez été et aussi peut-être le niveau de diplôme. Moi, pour avoir fait des entreprises qui étaient parfois plus importantes dans le transport, si honnêtement, avec des instances représentatives du personnel présentes, s'il y a une transparence, sincèrement, il y a le feu. Enfin, c'est hyper compliqué d'expliquer de manière extrêmement objective pourquoi il y a deux salaires différents. Moi, je suis le DRH qui a la recette, moi je suis preneur, vraiment qui m'explique. Mais sincèrement, c'est quasiment impossible parce qu'il y a le fruit de l'histoire, il y a la bonne personne au bon endroit dont on a besoin, il y a celui qui sait bien négocier. Alors, on va pas lui reprocher qu'il sache bien négocier. Et après, si dans 2 ans, on dit alors, pourquoi les salaires sont différents, bah là, c'est-à-dire que en fait, t'es arrivé juste 2 mois plus tard. Avant, j'avais pas le temps, il me fallait quelqu'un, donc t'es là. Bon, du coup, je trouve qu'il y a quand même un peu ce contraste entre d'un côté la politique juridique qui vise à être un peu égalitaire, politique de rémunération d'entreprise, et en même temps une réalité très opérationnelle qui fait que. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas non plus une manière le fait de ne pas avoir beaucoup de transparence, de soulager un peu aussi la direction des ressources humaines pour essayer aussi parce qu'en France, on se dit toujours le salaire, ça reste aussi. Le salaire reflète aussi la fonction de la personne et surtout sa place dans l'entreprise. On va dire plus le salaire est élevé, forcément plus l'importance est présente. Mais du coup, est-ce que c'est pas non plus une manière de simplifier aussi la gestion des ressources humaines en se disant on va pas forcément être très transparent dans les rémunérations. Comme ça, au moins, on va s'éviter ce côté un peu pourquoi l'un, pourquoi l'autre. Peut-être que vous avez aussi, vous, dans votre entreprise, hein, mais parce que ça reste quand même le fait d'être dans une transparence totale, ça incite aussi énormément, en tout cas, de prise de contact, de temps aussi, pour qu'on soit quand même sûr, peut-être pas tous les jours, je dirais pas non plus comme ça, mais peut-être tous les mois, être sûr qu'on soit quand même équilibré, harmonieux, pour justement éviter peut-être des non-dits. Et puis de démotiver des gens qui Exactement. sont dans la performance et qui se disent j'ai le même salaire que Micheline. J'adore Micheline. En fait, tu as mentionné le caractère particulier de boîtes, en fait, des boîtes dans lesquelles on est, avec un marché hyper tendu, où n'importe quel collaborateur, chez Lucas, n'importe quel collaborateur trouve un job en 10 jours. En 10 jours, il trouve un job. Sales, consultant, développeur, chef de produit, designer, en RH, en 10 jours, il trouve un job. Donc tu es obligé de t'adapter à ça et donc de payer les gens au marché. Et si tu commences à cacher, à créer des doutes, non seulement ça te prend plus de temps en fait, d'essayer de cacher, d'expliquer. Bon, si c'est transparent et c'est au marché, ok. Après, il faut avoir les moyens de le faire. Donc voilà, ça pose d'autres aspects. Parce que quand tu bootstraps ta boîte, c'est-à-dire quand tu t'autofinances, tu essayes de payer un petit peu moins que le marché et tu compenses avec d'autres choses. Comme par exemple accès au capital. Oui, bien sûr, des systèmes qui sont complémentaires. Mais c'est vrai que la partie de salaire, déjà, qui est très tabou en France, peut-être que ça changera avec la nouvelle génération, mais je pense que c'est quand même très... Je pense que c'est très français pour le coup. Je pense que c'est vraiment fait très que français. Naturellement, en tout cas, c'est pas si facile. C'est lié, je pense, ce tabou-là, c'est lié, je pense, au fait que les Français aiment démesurément l'égalité. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je parle d'égalité avec les instances. Voilà. Et donc, dès qu'il y a des différences de salaire, ça, c'est censé refléter les différences différences dans les gens. Et donc, alors, c'est mais même juridiquement, quand il y a une inégalité de traitement, on te demande d'expliquer pourquoi il y a 2 personnes qui ont 2 salaires totalement différents. Et en fait, en réalité, c'est quasi
possible. Après, on peut faire des jolies histoires, mais c'est hyper compliqué parce qu'il y a plein de paramètres qui font que... Ou alors, tu payes les gens, comme dans la fonction publique, avec des grilles. Et là, c'est pas... Mais bon. Ça en crée aussi, je pense, pas des inégalités, mais en tout cas, je pense en tout cas, une vision aussi peut-être un peu plus pas ancienne, mais ça permet aussi. Alors c'est sûr que oui, ça simplifie parce que la grille, on vient d'en mettre une en place chez Lucas, et c'est quand même c'est la réponse quand même à beaucoup d'objections. C'est quelle est ta qualification, et dans ta qualification, quel est ton grade en quelque sorte. Et ben si tu es là, tu t'es payé tant. Comment je peux arriver là? Et ben il faut que tu sois promu. Oui. Voilà. Et c'est la promotion qui déclenche l'augmentation de salaire. Oui, il y a une vraie vision. Voilà. Et là, tu arrives à... Alors, ça demande beaucoup de boulot. Hein. Et là, Oui, ça fait bosser j'imagine. les RH, ça c'est clair. Et ça fait plaisir. Bah, c'est un message hyper positif. La création qu'on en va de aussi. espace, c'est mon Ouais, souhait. ouais, c'est vraiment le C'est sujet un qui est pas énorme boulot évident. qu'on a fait. J'ai mon HRBP elle a bossé pendant 6 mois là-dessus pour faire la grille, ensuite pour la discuter. Ensuite, quand tu mets ta grille, c'est ce que tu dis. Tu dis, voilà, mais tous les écarts par rapport à la grille. Donc, comment on les rattrape? Parce que si tu les rattrapes du jour au lendemain, Non, c'est pas évidemment, ceux qui sont dessus, tu vas pas les baisser. Non. Non, Ça, non. voilà. Non, c'est pas On crée des possible. groupes fermés. Nous, ce qu'on fait, c'est des petits groupes fermés. Il y a plein de petits groupes fermés. Et en soi, c'est un métier en soi, hein, c'est le métier complet même, celui-ci, hein, de trouver une équité par rapport à un poste, des carrières passes et savoir bien s'incruster dedans. Hein. C'est un job compliqué et sympa. Hein. Oui, non, mais c'est. On restera sur le job sympa et en développement. c'est ça. Et du coup, je te propose de prendre peut-être une dernière question bleue avant de passer aux autres questions. Allez, allons-y, elle est petite Rouge. celle-ci. Quelle est votre actualité du moment? Elle est riche, hein, si j'ai bien compris. On peut le dire, oui, à tout point de vue. Donc, Lucas a levé 65 millions d'euros. Vous avez bien entendu, hein, Donc, lever, 65 millions. Ouais, voilà, alors, se lever, ça veut dire qu'on des investisseurs, après m'avoir harcelé de mails, de messages, ont fini par me séduire. J'ai cédé au chant des sirènes. Ah, bah oui. Voilà. Et donc, on a mis. Donc, jusqu'à présent, donc, Lucas a été bootstrappé, c'est-à-dire autofinancé. Donc, là, tu apprends à gérer avec parcimonie. Donc, un sou est un sou. Mais parfois, c'est un peu frustrant, quoi. Tu aimerais prendre des risques. bien sûr. Voilà. Bon. Et donc, là, je me retrouve avec, donc, sur ces 65 millions, 35 millions dans les caisses de Lucas, où j'ai jamais eu plus de 300 000 euros, tu vois. J'étais vraiment. Et donc, 35 millions. Et les 30 millions restants, c'est les investisseurs te disent, mais si vous voulez, on vous achète les actions directement, on ne les met pas dans les caisses de l'entreprise, mais dans vos poches. Et j'ai dit 30 millions, mais bon, tu n'y crois pas trop. Et il se trouve que chez Lucas, je ne suis pas le seul actionnaire, il y a plein de salariés qui sont actionnaires, il y a 50 salariés D'accord. actionnaires, 51 même. Et donc sur ces 51, il y en a 20 qui sont actionnaires depuis plus de 3 ans. Et je leur ai dit à eux, OK, si vous voulez, vous pouvez vendre une partie de vos actions. D'accord. Donc tu fais 30 divisé par 20 et tu as à peu près le montant que chacun de ces salariés a perçu. Certains un peu plus, certains beaucoup plus, certains un peu moins. Parce qu'en général, ils n'ont pas vendu plus de 50% de leurs actions. D'accord, ils ont conservé. Par prudent. Bon père de famille, quand même. Oui, c'est un investissement pas vraiment de père de famille, mais en Non, tout non, cas, mais là maintenant, oui. Oui. En un général, peu plus. une levée en appelle une autre. Ils savent que, compte tenu du développement, il y a de l'argent à aller gagner plus tard, C'est le début. Enfin, en cas de rétention. bon, bah c'est top ça comme Encadré comme dans son actualité état. en tout cas, cas. voilà. Donc Bravo c'est ça mon actualité. Bravo aux équipes et puis bravo à toi et l'ensemble des membres de Lucas. Et puis on est persuadé que c'est le début de prochaines levées, en tout cas prochain développement en Europe et ailleurs. Les levées, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc il Ça faut, sera une punchline. ouais, voilà, il faut faire attention à pas tomber dans cette addiction. Donc Oui. je vais me garder, je vais faire attention de ne pas devenir addict de la levée. Comme certains, mais on taira les noms. On le C'est devient ça. vite. On le devient très vite. Et du coup, te concernant ton actu, Et ben moi, je vais pas du tout aller dans le champ de l'entreprise, je vais plutôt aller dans le champ personnel. Je suis papa depuis 15 jours. Donc, congrats. Merci. Grosse Grand actualité bouleversement. personnelle avec un très beau sujet RH qui est le congé paternité. Et ça, c'est magnifique. Qui a évolué. Un petit garçon, un petit Gabriel. eh ben, on salue Gabriel qui ne nous entend pas là, forcément. mais qui pourra écouter plus tard Exactement. cette vidéo. Son papa. Merci. Du coup, on va passer à cette fois-ci des questions qui vont être davantage autour vraiment des RH purs et un peu d'avoir l'avis, notamment sur des sujets un peu techniques. Exactement. Je crois que c'est ce petit Allez. pôle. Ça, c'est la question. Je crois que Ça, c'est à la fin. c'est les rouges, je crois, celle-ci.
Je sais plus trop. Regarde, dis-moi. Ouais, c'est Je vais te c'est dire, ça. hein. C'est bon, c'est les bonnes questions rouges. Ah ben justement, pourquoi répondre à la question combien tu gagnes est compliqué en France? On l'a évoqué, je crois. Donc c'est cette obsession de l'égalité Je pense aussi. et une différence de salaire équivaudrait à une différence de valeur individuelle, alors que Je pense que c'est ça en France. On est beaucoup sur cette valeur on met toujours la notion d'argent à côté de la notion de valeur, et du coup, le fait de ne pas avoir, ou peut-être avoir un peu moins que son collègue, tout de suite, on a cette sensation Il y de. a un esprit un peu révolutionnaire, je crois. Peut-être aussi. Alors en même temps, donc, à nouveau, sur les populations qu'on recrute, qui sont généralement des jeunes diplômés de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, qui sont rentrés dès le départ dans cette logique très compétitive, je me bats pour avoir la meilleure école, et donc si j'ai la meilleure école, j'aurai le meilleur salaire de sortie, donc si j'ai le meilleur salaire de sortie, je serai différent de celui qui a fait une école De deuxième catégorie. Voilà. Bon, bref. Donc ça, eux, ils ont moins de problèmes avec ça. Même, j'ai envie de dire, ils ont zéro problème. Hein. Ça, c'est les souvenirs d'Arthur Andersen, sûrement. Parce que Il y a des grilles. Quand je suis arrivé chez Mazars, en effet, on avait des grilles d'école. Et du coup, par rapport aux grilles d'école, on savait quel salaire on allait gagner. Ouais. Et du coup, il y avait une transparence totale parmi C'est vrai. les promotions qui étaient recrutées de plusieurs dizaines de membres. Et donc, on n'avait pas de mal à dire oui, je gagne X euros. À l'époque, je crois que c'était 42 ou 43. Et au fur et à mesure, en fonction de la performance et des comités d'évaluation, on savait qu'on était bien noté, comment on était noté Oui. par rapport aux autres, et du coup, comment est-ce qu'on allait évoluer en termes de salaire. Et de fait, le salaire était le gage du socle de départ, à savoir d'où l'on vient, quelle école on a fait, et du coup, quel investissement en termes d'éducation on a eu, Oui. et quelle performance on a présenté au fur et à mesure au sein de l'entreprise. Donc, c'était beaucoup plus simple. Après, pour autant, D'accord. j'imagine quand même que quand il y avait des déjeuners, des choses comme ça, les gens parlaient pas forcément de leur salaire ou de leurs augmentations. Je pense qu'en one-to-one, en négociation, les gens sont à l'aise. Alors, ils sont pas forcément à l'aise à négocier, hein. Ouais. Mais ils savent Ouais, j'allais si dire, c'est oui. plus 1000 ou 2000 ou 3000. En revanche, si je fais un tour, même avec des jeunes dips, combien tu perçois en termes de rémunération, c'est quand même hyper tabou, quoi. Je pense que, en fait, au moment des augmentations, c'était un sujet qui était sur toutes les tables. Ça, c'était certain. En revanche, il y a un contexte qui vient s'ajouter à ça, c'est celui de la tension du marché, oui ou non. Si jamais c'est facile de recruter, alors la position RH, Ah elle oui, est bien très sûr. forte, et ta négociation, tu ne l'as pas. Donc tout le monde est assujetti à la grille. Dans un marché où il y a une tension exacerbée, où le moindre talent peut fuir chez le voisin de façon hyper simple, en effet, l'intuitu personnel rentre vraiment en compte, et un vrai talent, on veut essayer de le garder, et la négociation peut rentrer en jeu. Après, il y a des fonctions, enfin, je sais pas quelle est ta perception, mais pour lesquelles c'est plus facile de négocier. Je trouvais, moi, que celle qui était hyper business, genre le commercial, il avait Oui. naturellement une capacité de négociation, C'est parce clair, que s'il partait avec des clients, c'était quand même un peu emmerdant. Et donc, plus facile que le responsable de qualité. Désolé pour les responsables de qualité qui nous écoutent, et ça dépend certainement des secteurs, mais tu as des fonctions pour lesquelles la boîte, elle peut moins facilement se passer de quelqu'un qui part au dernier moment, là où d'autres, tu as moins péril dans la demeure, où c'est moins problématique. Donc ça n'enlève rien du tout à ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que ça joue, à mon avis, aussi en fonction. Je te rejoins aussi là-dessus, sur peut-être aussi sur certains postes aussi, peut-être l'impulsion qu'on a envie de donner aussi au poste, et ça se reflète quand même énormément avec la rémunération. Comme tu le dis, tu vas avoir peut-être une rigidité quand même qui va être un peu plus importante sur la rémunération, avec une petite fourchette de négo. En termes RH, parfois c'est assez compliqué des fois quand on veut recruter, on nous demande de recruter avec une petite fourchette de, je sais pas, 2 à 5K de... c'est bien, ça va être sportif, mais C'est brut pourquoi ou pas. C'est ça. A contrario, on va avoir des fonctions qui rapportent peut-être un peu plus d'argent, on va dire, en quelque sorte, ou qui en ramènent, où là, pour le coup, c'est un peu plus souple, et c'est beaucoup plus sympa, en tout cas, en termes de recrutement. On en revient aux KPIs. Hein. Oui, oui. C'est vrai. J'ai le problème suite à ma levée, donc il faut qu'on change de mindset, il faut qu'on passe d'une logique j'économise, enfin je fais attention à, ok, on a de l'argent, on peut prendre des risques. Et donc je dis à mes collaborateurs, ok, quand vous recrutez, vous pouvez recruter au-dessus de la grille, parce que la grille, elle n'est jamais au marché, la grille, elle est toujours en retard. Forcément. Donc vous pouvez recruter par rapport au-dessus de la grille. Et je me rends compte qu'ils ne le font pas. Je dis, mais ils viennent me voir en me disant, le mec, il est un peu cher. Mais je m'en fous, tu le recrutes. Non, mais tu comprends, Gilles, son équipe, là, il va être mieux payé que les membres de son équipe. Et ben, tu leur dis que grâce à lui, ils vont être augmentés à la prochaine réévaluation des grilles. Mais malgré ça, tu vois, ça bloque. Donc, Fabrice, ils vont prendre des gens hyper chers la prochaine fois. C'est clair. Tout le monde se fait. oui, non, mais j'ai pas dire une technique. Non, mais oui, c'est le risque, mais pour l'instant, on en est loin. Non, oui, C'est je que, comprends. tu vois, j'aimerais qu'ils prennent ce risque. Je leur dis, écoute,
prenez le risque, payez-le trop. De toute façon, au bout de 3 mois, s'il est pas bon, on lui dit ciao. Et puis s'il est bon, tout le monde en bénéficie. Oui, bien sûr. Non, mais c'est une bonne effectivement. Mais c'est dur, hein, c'est hyper Ouais, dur. je comprends, c'est un état C'est d'esprit. paradoxal. On va tous candidater chez Lucas, du coup. Ah bah je pense Oui, qu'il va y avoir oui. un appel de candidature. On met le lien en commentaire. Promis. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Je sais pas. Allez, next one. Alors. Pour ou contre les fonctions RH qui dépendent de la DAF? Pourquoi? Vas-y. Oui, parce qu'on a rarement l'inverse. Ou alors, on a loupé, mais. Comme tu as les 2 fonctions, je pense que ta réponse va être très intéressante. Moi, je suis très agnostique à cette question. Typiquement, chez Blink, j'ai pris le département ressources humaines pour essayer de le faire scaler à un moment où c'était pas la priorité du manager. Et de fait, c'était un parti pris que de le prendre à un instant T, d'essayer de le développer pour mieux le laisser derrière. Parce que j'ai appris la RH en travaillant dans une HR Tech auprès de très beaux talents RH. Et pour autant, j'en suis pas un professionnel averti. Ah, bien sûr. Et mon rôle, c'est de manager. Donc manager sur une thématique que j'arrive à comprendre en globalité, ça se fait très bien. Pour autant, tu vois, de façon inconsciente, je voulais le département RH en stand-alone, même si je le prenais à un instant T. Oui, ce qui est logique, je pense. Hein. Tout le monde sait que les RH, ça ne se réduit pas aux aspects financiers. Hein. C'est encore un truisme. Et puis en ce moment, avec la guerre des talents, c'est tellement important que pour moi, les RH sont directement rattachés. En tout cas, moi, elles me sont directement rattachées. Et je ne compte pas changer ça, au contraire. C'est pas dans la majorité déjà des startups. Alors pour prendre, je crois que j'avais fait, je crois que c'était pour Lucas, je crois que j'avais animé un webinaire d'ailleurs où il n'y avait pas une startup il y avait une startup sur 3, je crois, qui s'entourait d'un DRH, mais les 2 tiers en réalité n'en avaient pas. Et il y a beaucoup d'entreprises encore, c'est pas partout, où ça pose bien sûr aucun problème que la DRH soit rattachée à la finance. Il ne viendra en tête de personne de rattacher la DAF, je crois que si ça existe, pareil, un petit DM, de rattacher la DRH, comme si c'était... Non, mais là, il faut être sérieux quand même, Julien. Vraiment. Écoute, on a bien rigolé, mais ça, non, on fera pas. Mais merci pour la proposition. Il n'y a pas dans l'autre sens. Et ça vient en tête de personne. Or, pourtant, ils font des écoles aussi Or, pas tous, hein, des écoles de commerce, les DRH. Et malgré tout, il n'y a pas on s'entoure d'abord, j'ai l'impression, d'un financier, d'un DAF, et après de la RH. Dans l'écosystème startup, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'entreprise. ma perception, elle est contraire. Qu'il y a un DRH avant un DAF. Alors, je ne vais pas parler de DRH, je vais parler de HR manager et de finance manager, qui sont vraiment en général les 2 premiers profils quand la structure se développe. Oui, mais le premier qui arrive d'abord. HR manager. Avant la À finance. cause du recrutement. Exactement. Ouais, à cause du recrutement. Parce que la thématique startup, c'est du scale. Le scale se fait via l'humain et le recrutement. Je te sortirai mes statistiques, c'est vraiment pas ça du tout. C'est vraiment plus. Alors après, souvent, et dans les entreprises aussi, en tout cas dans d'autres, t'as l'impression que le bras droit du dirigeant, c'est souvent perçu, peut-être à tort, comme le CFO, le DAF. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des échanges avec le DRH, c'est pas ça. Mais quand tu es sur des exercices budgétaires ou des exercices un peu phares de l'entreprise, spontanément, tu te tournes vers... Et c'est d'ailleurs une des frustrations de beaucoup de RH. Quand tu leur poses la question, ils vont te répondre, on n'est pas la finance, quoi. C'est la DAF, c'est la DAF, c'est la DAF. Et c'est l'une des raisons qui fait que tu n'as pas le même poids, ou plus difficilement, qu'un DAF. C'est comme un procurement process. Good cop, bad cop. C'est toujours la faute du financier qui est derrière. Mais en fait, il n'y a que le financier. C'est-à-dire qu'il y a d'autres fonctions. Si tu regardes dans le comité de direction, tu as la finance, t'as mais tu en as d'autres en fait. Tu as le directeur marketing, tu as le directeur com quand on a. Ça ne donne pas du tout le même sentiment. C'est-à-dire que souvent, quand tu échanges avec un DRH, il va te dire l'entreprise, elle est quand même beaucoup leadée par la finance, par les chiffres. Et à ce jeu-là, c'est pas mon point fort. Donc certains sont contents, d'ailleurs sont très contents de renvoyer ça vers la finance. Ils sont contents vraiment. Toi, tu as recruté qui en premier, Gilles? Moi, j'étais DAF de formation. Donc, j'ai recruté un RH d'abord. Ouais. Ok. Parce que j'ai fait le DAF très longtemps. Oui, forcément. Mais sinon, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, la scale-up va se retrouver dès qu'elle a fait une levée de fonds. Enfin, quand elle fait une levée de fonds, quand même, tu as souvent un DAF aussi dans les parages, quand même. Parce que les investisseurs, eux, réclament, je pense, le DAF avant le RH.
Chez Payfit. En tout cas, il y a peut-être C'était d'abord toi. Non, il y avait Amandine Braillard, HR manager, qui était là avant moi, et il y avait eu une personne encore avant elle. Donc, D'accord. Non, je pense qu'il y a peut-être aussi un besoin peut-être de se professionnaliser assez rapidement sur le côté finance dans une start-up, un peu moins dans le côté RH, parce que comme on a pu le dire aussi, le côté recrutement, c'est devenu maintenant plus une fonction, alors je dis pas sales, ce serait caricaturer un peu la fonction de recruteur, mais on va dire généralement les managers vont aussi mettre la main à la pâte pour recruter un peu dans les personnes de son équipe, et du coup, en tout cas à mon sens, c'est vrai qu'on voit peut-être plus facilement et plus rapidement en tout cas la finance versus la RH dans une structure comme une start-up. Non, mais c'est bien, du coup, chacun se fera un avis et puis en fonction de sa perception. Mais je suis ravi, du coup, c'est bien d'avoir des financiers qui disent non, mais entourez-vous d'abord. Message, troisième message de la soirée, d'abord d'un RH. C'est ça. Important. Exactement. Du coup, question suivante. Désolé, du coup, c'est. Non, pas de souci. Le pilotage de la masse salariale, en quoi est-ce un enjeu stratégique pour les entreprises ? Quels sont vos conseils pour les RH qui écoutent ? Donc on l'a déjà évoqué. Ouais. À mon avis, alors là pour le coup, c'est un enjeu pour le DAF qui doit faire ses modélisations, anticiper, donner les marges de manœuvre, etc. Pour moi, c'est le RH, lui, il a la valeur de marché, il a mais pour moi, c'est surtout là pour le coup, c'est une problématique beaucoup plus pour les DAF, quoi. Ouais, ce qui est difficile, c'est que dès lors qu'on fait un forecast, on part de tout en haut, à savoir la top line, le revenu, et ensuite on a toute la chaîne de valeur qui découle, normalement. Et quand on fait découler la chaîne de valeur, ça veut dire qu'on va mettre un certain nombre de personnes à tel endroit, à un niveau de salaire, en fonction des différents postes. Dans un écosystème d'hypercroissance, à partir du moment où vous allez surperformer sur le revenu, vous allez impacter toute la chaîne de valeur du coup, qui découle de façon négative, dans le sens où tout le monde va être en retard si jamais vous surperformez. Et donc, on va avoir des départements qui vont être sous pression parce que pas assez staffé. On a mal anticipé, il faut se dépêcher. On doit faire des concessions peut-être sur le recrutement, je ne sais pas. Et donc, ça c'est un use case numéro 1. Il y a aussi un use case numéro 2, quand on sous-performe, il faut savoir s'adapter à l'inverse. Et parfois, quand on a des problèmes de trésorerie, forcément ralentir drastiquement les recrutements. Voire faire des licenciements. Voire faire ça, ça peut partie, arriver. ça fait partie. J'ai encore jamais vu ça, mais ça peut arriver. Pour autant, en effet, il faut savoir vraiment bien adapter sa chaîne de valeur à tous ces niveaux de métriques. Donc son revenu, sa marge brute, sa marge directe qui inclut le coût d'acquisition. Et derrière ça, il y a beaucoup d'humains. Je ne sais pas si du coup tu veux rajouter En tout cas, alors moi, il y a toujours eu une relation en tout cas entre les ressources humaines et la finance quand on parlait de masse salariale. En tout cas, ça, j'ai découvert ça en tout cas où je suis actuellement, et j'ai trouvé ça, on va dire, un binôme assez intéressant parce qu'il y a quand même une vision humaine des deux côtés, on va pas se mentir. Mais du coup, il y a quand même le côté un peu plus peut-être humain, terrain en quelque sorte du RH qui intervient en fait dans cette gestion de masse salariale et dans cette projection. En tout cas. Comment ? un peu, pas trop. Oui, non plus, parce que... non, mais je trouve que c'est assez intéressant parfois d'avoir Sylvie une le fait vision sur aussi toutes les réglementations qu'il y a actuellement, que le financier a peut-être conscience, mais je pense que le droit du travail, ça avance très vite, ça bouge très vite, et je pense que c'est aussi important qu'il y ait cette patte RH, en tout cas, derrière, pour peut-être affiner un peu plus certains niveaux, en tout cas, de data. En tout cas, moi, c'est ma perception, en tout cas, qui est plutôt intéressante, en tout cas, là où je suis. Et c'était ma seule, donc après je peux pas forcément avoir un avis très tranché sur le sujet. Alors moi, peut-être moi, mais je trouvais qu'on avait une fascinante capacité à ne pas se mettre d'accord sur des définitions qui devaient être communes. Genre, t'as combien d'OTP ? 9 ? Non, ça tombe bien, j'en ai 7,5. Ah oui, mais comment tu calcules, toi ? Ah, mais la RH, c'est vrai, est-ce que vous neutralisez les... Mais pourquoi tu calcules comme ça ? Bah je sais pas, moi ça me sort de mon truc, moi j'ai 7,5, alors on va chercher notre petit bonhomme et demi, évidemment, on n'a pas. Donc on n'était pas d'accord sur les définitions, c'était quand même très intéressant. Des sommes approvisionnées ou pas approvisionnées. Pareil, on n'était pas complètement d'accord, donc il y avait des petits décalages. Et fascination ultime, c'est qu'on demande à l'RH d'expliquer un truc qu'on ne comprenait pas.
Donc, il fallait expliquer des chiffres. Après, on a été outillés. Mais pendant un moment, on n'était quand même pas les champions du monde de l'outil, donc ça expliquait. Et en fait, il y a un moment donné, ce qui était drôle, alors je ne sais pas si c'est votre expérience, mais quand les finances, de toute façon, voulaient faire passer des chiffres, c'est nous qui plions. C'est-à-dire que là, c'est 4. Ok, c'est pour eux. C'est 4. Là, c'est 4. Là. Bon, du coup, on mettait 4. Puis on essaie d'expliquer des variations, parce que quand il y a des variations de masse, il fallait quand même qu'on explique. Alors moi, j'ai fait des entreprises en forte croissance, précédent podcast, et parfois des fermetures, donc beaucoup moins rigolo, parce que tout l'autre volet RH, moins marrant, mais qui fait partie du job. Et c'est vrai que l'une des difficultés, je trouve, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément derrière des notions pourtant essentielles d'une entreprise quand on développe un PNL, qu'on ne comprend pas toujours. Et moi, j'ai vu aussi beaucoup de RH hyper frustrés de ne pas comprendre ce que ça voulait dire. Oui. Or, quand tu annonces des choses difficiles et que tu ne comprends pas vraiment pourquoi on en est rendu là, c'est quand même pas toujours évident. Et d'une manière générale, je trouvais que la manière de l'exercice budgétaire, qui pour nous, dans un précédent groupe, était vraiment un enjeu hyper impactant, on passait des plombes à essayer de comprendre pourquoi il y avait, je fais une bêtise, 782 000, parce que moi je vous entends depuis tout à l'heure avec des montants pas possibles. Ah, nous, c'était pas ça. Hein. Alors, 782 000, pourquoi il est à 802 000 ? Il y a 21 000 € d'écart. Ils sont combien ? 35 ? Enfin, je me péluche l'ensemble des... Eh ben, il fallait expliquer prime par prime. Montant par montant, colonne par colonne. Oh, t'as souffert, non, mais je pense qu'on est nombreux à avoir vécu ça et d'expliquer pourquoi il y avait un écart entre les deux. Et c'est vrai qu'il y avait un côté, je trouve, extrêmement un peu pénible à faire, mais ça faisait aussi partie. Moi, j'ai pas été dans des entreprises avec une croissance. Celle-ci, c'est un peu différent, mais en tout cas, en tant que DRH, dans une entreprise à une croissance importante, on avait un contrôle fric. Mais c'est des entreprises très profitables l'une et l'autre. C'est totalement différent, mais c'est vrai que sur cette partie exercice et masse salariale, c'était quand même en tout cas redouté. Pour nous, c'était pas un exercice agréable du tout. Tu leur as pardonné un mois et demi. Oui, parce que ça m'aide beaucoup maintenant. Parce que maintenant, je fais les guides DAF, donc je suis hyper fier. Je pense que ça dépend aussi peut-être aussi de l'appétence aussi de la data et des chiffres pour un RH. Je pense que ça vient de là aussi. Quelqu'un qui il n'y a pas de formation. Enfin, non, il n'y a pas de formation, mais quand tu commences à t'intéresser pour ça surtout. Oui, alors ça, je considère aussi que quand tu évolues aussi dans une hiérarchie, moi j'ai commencé juriste et j'ai fini, je suis en fin de carrière en train de mourir là. J'ai fini comme ça, là, un peu posé. Mais du coup, c'est vrai qu'en termes de formation financière, j'ai toujours trouvé que c'était quand même assez faible, alors que ça aurait nécessité, de mon point de vue, pour comprendre et se mettre d'accord sur des définitions communes sur un certain nombre d'aspects, ça aurait été pas mal. Pareil, 4e message, n'hésitez pas à former vos RH sur les chiffres, ça leur servira toujours. Donc c'était la petite parenthèse, mais parce que t'es super formidable. Bah, désolé, non, c'était pas formidable partout et ça dépend vraiment où on est. Petite question bleue. Non, rouge. Moi, je suis un peu daltonien ce soir. Les RH ne sont pas très forts dans la maîtrise des chiffres. Plutôt d'accord ou pas d'accord ? Je pense qu'on a répondu à la question. Je vais orienter. J'ai hyper orienté du coup la réponse. C'est de plus en plus dur. Quel conseil donneriez-vous à un manager qui doit augmenter son équipe ? Ça, c'est une bonne question. Alors, si c'est moi qui réponds, je leur dis, c'est votre première responsabilité. Enfin, leur première responsabilité, c'est d'atteindre les objectifs qui leur ont été fixés. Et pour ça, c'est comme quand tu es entraîneur sélectionneur de l'équipe de France, c'est toi qui constitues ton équipe. Bien sûr. Pour moi, le manager, c'est ça. Donc, il y a un moment dans la vie de Lucas où je faisais que ça. Recruter. Je passais la moitié de mon temps à recruter. Le niveau le plus haut possible. Et c'est les gens que j'ai recrutés à ce moment-là, c'était il y a plus de 10 ans, ce sont les 4 d'aujourd'hui. Et pour moi, le manager, ça doit être ça, sa responsabilité première. Il doit monter son équipe, il doit réussir à séduire des gens, devenir leader en quelque sorte. Donc, le conseil que je lui donne pas de conseil, si ce n'est qu'il faut qu'il y arrive. Quoi. Déjà, il faut que ça soit son obsession. C'est ça le conseil que je lui ai donné. Ok, d'accord. Pas simple. Je sens que cette question t'inspire. Non, en réalité... Alors, je vais parler de ce que je connais et de ce que j'ai pu faire moi en fait dans cet écosystème startup, dans un écosystème qui est du coup en forte croissance où les équipes grandissent au fur et à mesure. Je pense qu'il y a une approche de son équipe qui doit être faite selon plusieurs points temporels. On a une vision à 3 mois, c'est ses objectifs court terme. On a le nombre de personnes qu'on a dans son équipe pour remplir ces objectifs, mais il faut aussi extrapoler quels vont être les objectifs à 6 mois, à 1 an et potentiellement à 2 ans. Et du coup, se dire quels sont mes moyens. Déjà, j'ai besoin de savoir quelles sont mes ressources à disposition,
et quels arbitrages je vais pouvoir faire. J'ai un marché, j'ai une rémunération de marché, j'ai une enveloppe d'augmentation, ou alors une enveloppe budgétaire à disposition. Est-ce que je viens automatiser? Est-ce que je viens staffer? Est-ce que je viens augmenter pour empower les gens? Et en fonction de ces objectifs à remplir sous ces différents horizons de temps, il faut projeter son organisation selon les attentes qu'on a de son département. Ça marche avec une certaine typologie de manager. Oui, À la maturité, je pense que ça c'est pas que ça se limite, parce que c'est tout à fait pertinent, mais je pense que ça s'adresse peut-être à une partie assez importante. Il est jamais trop tôt pour apprendre. Non, c'est certain. Mais c'est vrai que, je dirais, ça dépend peut-être soit des secteurs d'activité ou pour certains, tu sais, quand on faisait des entretiens individuels, certains disaient, écoute, Julien, ça fait la 3e année, je vais peut-être pas faire un copier-coller. Qu'est-ce que je lui dise de plus? J'avais quand même ça. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ouais, alors du coup, tu as 3 mois, il m'a dit, mais c'est quoi vos... Ça vient des RH. Ça vient des RH, ce truc. Donc, c'est vrai qu'il y avait... il y a quand même un côté, pour certains niveaux de hiérarchie, oui, c'est vrai que ça doit anticiper, prévoir et de savoir les moyens qu'on met en place. Mais après, plus tu descends, pour certains, c'est déjà compliqué de fixer des objectifs sur l'année. Donc, si on leur fixe sur 3 mois, est-ce que c'est pas trop complexe? Est-ce que ça s'y prête à l'ensemble? C'est peut-être qu'ils ont un mauvais accompagnement RH. C'est ce que j'allais dire. Je pense que ça vient aussi de là, de l'accompagnement que tu peux avoir aussi de ton équipe RH sur cette dimension des augmentations qui peut être un moment très perturbant pour un manager, surtout quand c'est la première fois. Je pense que c'est l'accompagnement est hyper important en fait. Et quel pouvoir aussi on peut avoir derrière quand on va octroyer telle somme. Quand tu n'as pas d'enveloppe. Oui, mais l'enveloppe est une enveloppe. À partir du moment où tu l'as, si jamais tu as le bon accompagnement sur l'humain, à savoir quels sont les objectifs de tes players et quel est le niveau de performance qu'ils ont eu, tu peux être guidé par ton RH justement pour faire l'attribution. Quand tu as des gens dans la logistique qui sincèrement mettent des palettes d'un point A à un point B, à un moment donné, je veux bien que vous me racontiez la messe, messieurs, mais le côté performance, il y en a, mais c'est pas mesurable comme ça, et vous n'allez pas expliquer au manager qu'on va mesurer des performances. C'est pour ça que je dis que c'est ça, pour moi, ça se prête naturellement à certaines fonctions avec la maturité qui arrivent à anticiper ça. Mais quand tu as un budget, tu leur dis, voilà, je dis une bêtise, mais tu as 5 000 euros, tu as 15 personnes, ça doit rentrer dans les cases en tenant compte des congés mater, des absences, des neutralisations, ça doit rentrer dedans. C'est honnêtement. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur le saupoudrage. Je suis d'accord sur le côté. Oui, en effet, tu vas pas forcément avoir la même conséquence dans une augmentation avec quelqu'un qui peut être incentivé sur toute l'année versus quelqu'un qui ne peut pas l'être. Mais je pense que ça, c'est vraiment aussi au rôle des ressources humaines d'indiquer et surtout d'accompagner le manager sur ça en disant. Si tu as une démarche de vouloir de motiver toute ton équipe en mettant des objectifs, fais attention, il y a certains membres de ton équipe où ça va être compliqué de leur donner des objectifs parce que c'est peut-être pas forcément la fonction ne permet peut-être pas forcément ça. Et ça, c'est au RH de les aider. Oui, bien sûr. Et puis il y a des systèmes complémentaires de primes. Bien évidemment, hein, en soi, c'est vrai que c'est quand même très attendu. Je pense que les entreprises, alors ça dépend peut-être des secteurs, mais c'est quand même une période aussi importante. Il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, moi, il n'y avait qu'une période d'augmentation. Je sais qu'il y a des entreprises qui en font plusieurs. Alors peut-être que chez PFIT, il y en avait 2. Bon, c'est quand même pas la majorité, mais du coup, c'était fait pour motiver. C'était fait parce que ça augmentait tellement vite qu'il fallait être dans ce rythme-là. Il y a pas mal de raisons pour lesquelles il y avait 2 périodes d'augmentation. Déjà, la première, c'est que quand tu onboardes 50 personnes sur un semestre et que tu en onboardes 50 autres sur un autre semestre, tu dois traiter la masse, entre guillemets, le flux. Et de fait, compte tenu de la rapidité de ta croissance, 6 mois d'ancienneté, c'est énorme. Et tu dois le traiter. T'as déjà une prime. À 6 mois d'ancienneté. Oui, je comprends. Ok, donc je comprends qu'au regard du turnover qui était balade 100% du coup, puisque les gens qui arrivent et qui repartent, mais effectivement, c'est des enjeux qui sont plus différents. Quand tu fais, j'ai le même problème là. Effectivement, on est passé à 2 périodes d'augmentation par an, notamment quand tu fais des promotions au poste de manager. Les gens attendent qu'il se passe quelque chose, oui, donc tu vas pas leur dire c'est en février, tu attendras décembre. Tu dis 2 fois par... Soit tu le fais en temps réel, ça c'est compliqué, donc on fait 2 fois par an. Parce qu'il y a plein d'autres entreprises qu'elles faisaient, c'est du rétroactif. C'est un truc un peu classique, je sais pas si toi tu l'as moi non, pas de rétroactivité. Toi carrément pas de rétroactivité? Non, c'est 1 fois par an, pas de rétroactivité. Nous, quand quelqu'un prenait le poste, pour rebondir sur l'exemple, c'était qu'il prenait un poste par exemple, je sais pas, au mois de mars, mais l'augmentation survenait au mois de septembre.
fallait bien du coup, on faisait du rétroactif sur. T'avais 5 lignes, paye avec avril, mai, juin, juillet, Ah oui, septembre. Non, vous, non. Non. Donc, du coup, il a 4 mois. Il a occupé le poste pendant 4 mois. C'est pas grave. ça. Ok. D'accord. Non, mais chacun sa politique RH. On n'est pas là pour juger, de toute façon. Donc, ça serait trop facile. On fera un sondage quand même. Ne juge Pour pas et ça, tu ne pour savoir. seras pas jugé. Mais du coup, ok. Non, mais c'est effectivement intéressant. Et c'est vrai qu'en fonction des entreprises, de la typologie, des secteurs, du dynamisme et des enjeux, en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que quand tu es dans des secteurs parfois en décroissance, bah là, on est dans d'autres situations de motivation aussi pour la RH. Enfin, c'est difficile quand tu n'es pas sur du remplacement avec des activités, parce que parfois, tes marges, j'ai expliqué, mais baissent énormément, mais pas forcément le volume d'activité. Oui. Alors ça, c'est compliqué aussi. Donc, et la personne, tu n'as pas les moyens toujours pour l'augmenter. Donc, tu vas dire, va faire le même travail, tu vas rire vraiment double. Et toi, tu as vraiment souffert. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Non, parce que Il a mal choisi non, ses industries. non, pas du tout. Dans le dernier podcast, d'ailleurs, je présentais exactement l'inverse. J'étais dans un secteur du luxe. Ouais, parce que là, tu me déprimes. Là. Non, mais non, mais c'est aussi une réalité de RH qui est parce que les startups en hypercroissance, elles ont non seulement des fonds nécessaires, mais il y a beaucoup d'entreprises dont les marges sont quand même basses ou faibles et elles peuvent pas forcément s'autoriser ce mode de fonctionnement. Mais je suis ravi de voir que cette norme tend à changer et à évoluer et du coup, ça va bouleverser un peu les temporalités de nos podcasts et nos émissions. Et donc, dernière question, côté rouge. En parlant de transparence des salaires, on en parle des offres sans fourchette. Alors, on en parle. Nous, on vient de faire ça et ça m'intéresse d'avoir votre opinion. On a fait ça alors, pour répondre au problème que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait une tendance à proposer des salaires trop bas et à bloquer quand le salaire était trop élevé, le salaire demandé par le collaborateur. Donc, on s'est dit déjà, on va enlever les salaires pour pas se priver de candidats qui trouveraient que la fourchette trop haute est trop basse, si vous me suivez. Donc voilà, pour pas mettre de limite supérieure au salaire. Mais j'ai pas encore de retour d'expérience, donc c'est pour ça que je suis intéressé par ce que vous avez à en dire. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Moi, en l'occurrence, quand je publie une offre, il n'y a jamais la fourchette de salaire. Dans la mesure où, certes, il y a un marché, mais un marché, c'est une médiane, 1% 25, 1% 75. Et donc, en fonction de l'expérience de la personne dans une fourchette du carrière pass qui peut être plus ou moins large, les leviers de négo sont plus ou moins gros. Et le fait de venir mettre une fourchette et de venir frustrer de très bons candidats potentiels, je trouve que c'est, dans un contexte de tension du marché, compliqué. Mais du coup, est-ce que je peux en déduire je laisserai après Pierre, mais pourquoi vous avez posé la question d'ailleurs? C'est un c'est pas de vous nous, deux. c'est notre communauté. C'est ça. Oui, je pense que c'est. Alors, déjà, parce que dans l'entreprise, dans nous trois, on est dans des environnements aussi totalement différents et certains très start-up, donc ils sont concernés par ce sujet et cette politique. On est trois en même temps, on va vite déduire. Poser la Les trois, question. on est quatre là, non? Oui, non, mais trois. Non, mais il y en a un qui s'est trompé d'industrie. Et Non, trois trois autres. animateurs. Il y a trois animateurs. Et donc la question naturellement était posée sur ce point. Alors après, moi, j'ai pas de recul sur la partie parce qu'il y a beaucoup de grilles qui existaient, parce que c'était une demande. On n'a pas parlé encore une fois des instances, des choses qui existent aussi et pour lesquelles il y a des négociations. Enfin, c'est quand même aussi un sujet qui est extrêmement important. Je ne sais pas pourquoi on a posé la question. Alors. Parce que ça fait partie des politiques de rémunération que souhaite développer la personne et qui se dit est-ce que ça peut être un moyen d'attirer Plus de monde, c'est ça l'idée. Je pense que ça. Vous en pensez alors? Je pense que ça va dépendre aussi de la typologie d'entreprise. On va avoir des grands groupes où on va avoir un budget pour le poste avec souvent peut-être une indication sur la marge de négo en termes RH, c'est-à-dire pas plus de ça, pas plus de ça. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut mettre la fourchette parce que c'est de la perte de temps, en tout cas pour moi, en tant que recruteur, par exemple, d'être face à un candidat qui va me dire je veux à 90, ça tombe bien parce que moi, j'allais te proposer 60. Et du coup, ça frustre tout le monde. Ça donne une mauvaise image aussi de l'entreprise aussi parce qu'on a juste perdu du temps avec le candidat. Et inversement, on se retrouve des fois avec des personnes qui pensent aussi que, et c'est mon cas, je pense que le niveau aussi de salaire va être aussi le reflet de ce qu'on attend aussi de la personne sur le poste. Un poste qui va être à 70, 80K, l'attente et les objectifs de la personne vont être beaucoup plus importants que quelqu'un qui va être à 40, 50, par exemple. Du coup, à mon sens, ça envoie des signaux
que les candidats ou les candidates peuvent aussi percevoir et ça permet en tout cas d'être un peu plus soft sur quand on arrive en phase finale et avec 2 candidats et que cette notion de salaire, ça reste, je dis pas qu'une formalité, mais qu'on n'est pas non plus dans des grosses négos et qu'on se retrouve pas déçu parce que en fait la personne qu'on voulait absolument on se retrouve en fait ça l'est hyper cher et c'est pas possible quoi. Après pour moi il y a aussi une façon de venir compléter cet aspect-là, de ne pas mettre la fourchette, c'est une chose, mais ne pas demander au candidat dès le départ quelles sont ses prétentions salariales, c'est quelque chose qui serait absurde. Et en l'occurrence, chez Bling, on utilise Welcome to the Jungle. Une des questions à laquelle tu dois répondre dans ton application, c'est quelles sont tes prétentions salariales. Et donc de base, tu ne te frustres pas sur les talents que tu peux attirer, mais tu sais faire le tri des gens qui sont totalement déconnectés de ta réalité. Oui, alors après, moi je trouve ça effectivement tout à fait cohérent, parce que c'est un aspect quand même essentiel du contrat. On sait que c'est le premier généralement critère pour lequel les salariés veulent partir. Après, dans les entreprises dans lesquelles j'étais, il y en avait une, elle payait bien plus que le marché, donc elle alignait, c'est-à-dire que si tu étais très en dessous, elle te remontait de toute façon mécaniquement pour qu'il y ait une cohérence. L'autre était plus challenging. Alors j'aime bien ce mot, du coup il ne veut rien dire, c'est trop cool. C'est vrai que la difficulté, c'est qu'il faut quand même partir sur une base, mais parfois on avait des directions qui étaient prêtes à faire un effort, et donc tu pouvais passer à côté de quelqu'un en disant ouais, enfin pour 5 000 €, franchement, ça fait 6 mois qu'on cherche, c'est pas pour 5 000 balles. Et c'est vrai que c'est un sujet. Après, sans limite, la question qui peut se poser, c'est est-ce que du coup les seniors, par exemple, sont embauchés sans aucune difficulté dans les entreprises dans lesquelles vous avez été ? Parce que j'ai l'impression quand même que beaucoup dans les startups, on parle beaucoup de juniors et notamment les salaires existent aussi sur ça. Enfin, c'est des salaires plutôt attractifs, mais ce que je veux dire, c'est que sur la partie des seniors qui sont aussi en vraie difficulté en France, je ne vais pas promis faire trop de chiffres, mais enfin quand même 1 million de seniors à la recherche d'opportunités qui pourraient aussi être intéressés par les startups. Le fait d'avoir des fourchettes beaucoup plus larges pourrait les intéresser. Est-ce que c'est une cible qui est pour vous des cibles importantes dans les recrutements ? Finalement, pas tant que ça, et le salaire peut quand même être bloquant. Le parcours de carrière que je préfère, c'est c'est ce que j'ai vu chez Arthur Andersen, on en parlait, tu recrutes un débutant à haut potentiel, mais avec les niveaux de croissance qu'on a dans le type de boîte, tu es obligé d'amener de l'expérience de l'extérieur, mais expérimenter, la moyenne d'âge chez Lucas, c'est 28 ans, 29 ans. 40 ans, non, mais c'est important. Et 50 ans, j'ai créé le club des 50 ans parce qu'on est 350. Il y a 4 personnes dans le club des 50 ans. Voilà. Et moi, je vais bientôt passer dans le club au-dessus où je serai tout seul. Mais tu vois, et donc les seniors, tu recrutes pas de seniors parce que tu as peur de la difficulté à les intégrer culturellement, quoi. Et le salaire, et c'est vrai que donc c'est vrai que les seniors dans les scale-up, il n'y en a pas beaucoup, peut-être pas assez, mais... Alors que paradoxalement, c'est-à-dire qu'au démarrage, on disait il y a pas assez, on galère pour avoir des recrutements. Ouais, c'est vrai, et paradoxalement, on dit mais on réfléchit à des parcours d'intégration, mais finalement les seniors, parce que les premiers à le dire, en termes d'état d'esprit, ça va être un peu compliqué, et puis il faut quand même les intégrer, et puis ça va pas être simple. Mais s'il y a une pénurie de talent, je suis un peu un grain de sable, mais je suis très classique dans mes précédentes entreprises, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce contraste-là, qui est finalement toutes les boîtes vont, j'ai l'impression, de vers les mêmes personnes. Donc mécaniquement, elles ne se reproduisent pas comme. Après, tu peux prendre le pipe de candidats entrants. Je pense que la moyenne d'âge, elle est aussi le reflet de ce que tu as dans l'entreprise. Et le nombre de seniors qui viennent candidater, il est très faible. Il est très, très faible. Et donc, tu ne peux pas être toujours en position d'aller chercher. Tu dois aussi laisser venir. Alors, si tu mets minimum 20 ans d'expérience, ça aide. Ah ouais, mais ça, non, mais je veux dire, c'est vrai, c'est sûr. Si on se pose la question de savoir le bracket de salaire, on peut très bien écrire minimum 15 ans. Et en fait, ça, minimum 15 ans, minimum 20 ans, ça n'existe pas. Minimum 20 ans d'expérience, je te souhaite bien du courage pour me trouver une annonce qui met minimum 20 ans. Ouais, mais est-ce que les 1 million de personnes dont tu parles sont toutes sur LinkedIn, sont toutes sur Welcome to the Jungle ? Demi-million, je parle des cadres. Hein. Ouais. Pour le coup. L'écrasante majorité, ouais, clairement. Ouais, tu penses ? Ouais. Après, que derrière, elles aient le sentiment de ne pas être légitimes dans les postes, oui. Qu'il y ait une méconnaissance des opportunités, certainement. Que la manière de rédiger aussi les annonces, c'est-à-dire je cherche le champion du monde, elles ne se sentent pas forcément en phase. Que ça soit plus compliqué d'intégrer une entreprise quand tu as 25 ou 30 ans, parce qu'il y a moins de souplesse. Et évidemment, moi, je suis moins souple à bientôt 40 qu'à 20, c'est OK. Et dans un truc
dont on a parlé d'ailleurs dans les précédents épisodes, dans une start-up qui bouge, qui a beaucoup de réglementations, ce qui est vrai lundi n'est plus vendredi, j'exagère un petit peu, mais tu peux pas avoir des process aussi calés que quand tu as pu faire 25 ans ailleurs. Donc en soi, bon, ça sera peut-être l'objet d'un épisode particulier. Et on va peut-être terminer sur les Le questions dernier. du plus personnelles, les questions, plus personnelles. intimes. presque. Rose, du coup. Vas-y. Allez. Rose. Ça veut dire quelque chose. Quel est votre moment préféré durant la journée? Le soir, quand je me mets dans ma music room, j'ai une grande salle avec, je suis un fanat de hi-fi. Je suis un audiophile, donc j'ai 5000 vinyles là dans cette pièce, des amplis à tubes, des platines, et puis vers 10h, je m'y mets là, et puis pendant 2 heures. Non, en effet. Et voilà, et donc je m'abandonne à une extase musicale intense. Ah bah super, on a envie de la connaître cette pièce. J'aurais tendance à dire que ce moment-là a pas mal changé dernièrement. Désormais, je crois que c'est le biberon de 4h du matin. Ah bah pour oui. le fils, où je l'ai pour moi tout seul. Et du coup, là, c'est très cool. Merci. Du coup, sur les autres. Allez, Encore d'autres questions perso. la plus longue. Wow. Team bureau rangé, minimaliste, ou team bureau couvert de dossiers? C'est un peu le bordel, oui, dans mon bureau. C'est ça la question. Un peu le bordel signifie généralement, c'est le bordel en fait. Moi, j'ai pas de bureau. Du coup, c'est nécessairement rangé. Ah bah oui, forcément, mécaniquement, tout est dans le sac à dos. C'est ça. Exactement. Mais il y a juste le Mac dans le sac à dos, donc c'est rangé. Ok. On essaie d'être ordonné. Si vous n'étiez pas CEO, CFO, vous auriez pu travailler où? Vas-y. En métier, en emploi ou en fonction plus. Ouah, c'est dur. Moi, déjà, je suis rentré dans la fonction finance par défaut. C'est assez marrant, mais à 2 semaines de la fin des cours, j'avais pas de taf. Je m'en étais pas préoccupé. Et du coup, je suis retourné chez Mazars où j'avais fait mon stage. Je pense que si j'avais eu le choix, Une passion, quelque chose, Ouais. ou un lieu géographique. je serais devenu commentateur sportif. Ah, c'est rigolo, d'accord. Tu vois, je ressemble à Nelson Montfort. Ok. Oui, c'est vrai, il y a un faux air. D'ailleurs, j'étais gêné au débarrage, c'est pour ça que j'ai pas ouvert. Je me suis dit, ça se trouve, il est là. Voilà. Il manque les bouclettes. Quand même. Ok. Et Alfred de Vigny disait une vie réussie est un rêve d'adolescent réalisé à l'âge mûr. Et quand j'étais adolescent, je rêvais franchement de faire des logiciels de gestion. C'était au moment de l'introduction des ordinateurs individuels. Et en même temps, je faisais le SCP, j'apprenais le fonctionnement d'une boîte. Et je me suis mis à rêver, donc vers l'âge de 20 ans, de mélanger les deux et de faire des logiciels de gestion. Et donc, j'ai rêvé de ça. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi ma vie, mais j'ai réalisé mon rêve d'adolescent. Voilà. Et donc, c'est mon rêve. Donc, c'est ma réponse à ta question. Ah bah super, c'est une très belle réponse. Bon, il reste une petite dernière. Allez, pour la route. Hop. Quelle est la personne qui vous inspire le plus? Pas de répondre ton fils, hein. Non, Ah, je vais pas répondre mon fils, mais je vais répondre personne. De plus en plus, j'essaye d'être moi-même sans me préoccuper de ce qui se passe autour. Et je suis pas à la recherche d'inspiration plus que ça, juste d'être simple, sympa et heureux. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je suis pas sûr d'y arriver, mais C'est un long chemin. C'est une question que je pose en entretien. Qui admirez-vous? Admirez-vous quelqu'un? Et si oui, qui? Donc, c'est des réponses qui sont souvent intéressantes. Donc, moi, si on me pose la question, c'est le cas. Moi, au contraire, je cherche beaucoup de références, surtout intellectuelles. Et là, en l'occurrence, il y a un type qui s'appelle Jordan Peterson, qui est un penseur canadien assez ébouriffant, qui est très politiquement incorrect. Ok. J'adore ça. Et le type te fait réfléchir. Et donc, Jordan Peterson. Bon, on va mettre Ok. en barre de commentaires. On va retenir en tout cas. Ce sera sûrement le dernier, en tout cas le dernier mot de la fin, en tout cas, parce que notre podcast se termine déjà. Exactement. Merci en tout cas pour vos éclairages sur un sujet ô combien intéressant, compliqué aussi pour la fonction RH. Hein, on l'a vu, c'est parfois assez déroutant la notion des data, mais toujours intéressant en tout cas pour avoir cette relation avec le financier. Merci en tout cas de nous suivre. Et voilà, je pense On vous dit à que j'ai bientôt fait le pour tout. la prochaine À bientôt, émission. exactement. merci à vous.